Chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, au nom du Centre de droit bancaire et financier de l'Université de Genève, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur l'intelligence artificielle. Vous êtes près de 600 inscrits à ce webinaire, lors duquel nous allons résoudre ensemble un cas pratique qui traite de l'intelligence artificielle sous divers angles juridiques. Ces thématiques seront aussi abordées et approfondies dans le cadre du CAS Digital Finance Law, à l'aide également de résolutions de cas. Pour résoudre ce cas pratique, nous avons l'honneur d'avoir avec nous trois intervenants de qualité que je n'ai plus besoin de présenter et que vous voyez en principe sur votre écran, professeur Fabien Liégeois, professeur Adrien Alberini et maître Philippe Fischer. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire via le Q&A dans Zoom et nous prendrons vos questions à la fin. Les slides du webinaire vous seront aussi envoyés par mail après le webinaire et vous aurez aussi l'occasion de répondre à notre bref questionnaire de satisfaction. Sans plus attendre, je vous propose de vous remettre un petit peu dans le cas pratique que nous partons du principe que vous avez reçu et que vous avez lu. Nous avons donc une banque, Novalon SA, qui a intégré respectivement, qui veut intégrer l'intelligence artificielle dans plusieurs processus à l'interne ou à l'aide d'un prestataire tiers. Nous avons un robot advisor, nous avons un chatbot, un assistant numérique ou conversationnel, nous avons l'IA qui est utilisée pour du marketing et enfin l'intelligence artificielle qui est utilisée au sein des ressources humaines. Et nous avons aussi eu récemment un problème, Novalon SA a eu un problème concret sur l'intelligence artificielle en lien avec son chatbot qui a indiqué un délai incorrect. Avant de passer à la résolution concrète de ce cas, professeur Liégeois va nous proposer une certaine mise en contexte. Fabien, tu as la parole. Merci, cher Célian. Je sais que tu es à Washington et tu as probablement décliné l'invitation au prestigieux bal inaugurant le Commander-in-Chief pour être avec nous tôt ce matin. Mesdames et messieurs, pendant que vous entamez votre sandwich ou peut-être votre course à pied, je vous propose de passer quelques minutes ensemble à dézoomer au fond pour parler de deux choses. D'une part, les enjeux plus généraux et concrets qui se posent en lien avec le droit et l'intelligence artificielle, et d'autre part, au fond, une forme de caractérisation du sujet pour éviter, au fond, que des gens soient déçus, pour que vous sachiez comment nous l'envisageons. Premier thème donc, que j'aimerais aborder, ce sont les enjeux. Et bien sûr, il y a cet enjeu de souveraineté que vous connaissez, la rivalité entre les États-Unis et la Chine qui a manqué le virage de la révolution industrielle au 19e siècle, vécu le 20e siècle comme un affront et probablement qui souhaite au 21e siècle être l'un des premiers à gagner la course de la révolution technologique que constitue l'IA. Au milieu de tout ça, l'Europe ne veut pas être prise en étau dans son système de valeurs et la Suisse en particulier doit aussi pouvoir s'exprimer. Ça, c'est le premier aspect traditionnel de souveraineté. Il y a un aspect de souveraineté qui est, je dirais, moins éprouvé. C'est celui qui concerne, au fond, la relation entre l'homme et la machine, hein. Geoffrey Hinton, quand il a reçu son prix Nobel de physique, le lendemain même, prix Nobel de physique 2024, a déclaré qu'il voyait en risque que la machine prenne le contrôle sur l'humain si les mesures ne sont pas prises à temps. Alors sans, je dirais, aller aussi loin dans la menace, qui est peut-être une menace à terme, c'est vrai qu'il y a la question de l'humain augmenté qui peut effectivement bénéficier de la machine ou l'entreprise augmentée, de l'aide, de l'assistance, de textes générés, d'images, de marketing et autres supports dont nous parlerons. Mais il y a aussi le risque inverse, évidemment, de l'humain rétréci ou l'entreprise rétrécie qui, au fond, dépendrait trop de la machine et qui serait fragilisée par un manque d'esprit critique vis-à-vis de cet outil technique. Et je dirais, ça, c'est les enjeux plus généraux. L'enjeu concret pour le juriste, c'est probablement un enjeu double. En droit privé, il s'agira d'attribuer probablement les actes ou omissions de la machine à un individu ou à une entreprise, notamment pour des questions de responsabilité ou de titularité de droit. Et puis, peut-être un deuxième enjeu en droit public, c'est toujours la question de l'intervention du régulateur. Le spectre est large, ça peut aller du laisser-faire à l'interdiction en passant par un devoir d'informer ou de ménager, mitiger, réduire certains risques. Le risque que moi j'essaie de pointer dans cet article qui est mentionné au bas de la slide, c'est le risque d'amplification en cas d'erreur commise par la machine. Au fond, la machine, je reviens sur la révolution industrielle, c'est non plus une amplification de la force mécanique, mais une amplification de la force intellectuelle de travail. Donc cet effet de levier
à mon avis, peut entraîner peut-être des risques qui peuvent aller jusqu'à des risques systémiques dans les banques si plusieurs banques commettent la même erreur. Donc ça, c'est un point sur lequel il faudra qu'on soit attentif. J'en viens maintenant, je dirais, au deuxième point de cette introduction qui est la caractérisation de l'IA. Je vais naturellement pas me hasarder à définir l'IA. Je laisse ça au professeur de neurosciences computationnelles. Ce que j'aimerais faire en revanche, c'est d'essayer de caractériser le sujet pour les juristes et de voir au fond déjà que l'intitulé intelligence artificielle est bien sûr trompeur. Il est malheureux d'une certaine façon parce qu'il promet trop et donc il alimente certains fantasmes malgré les progrès de la machine, il est clair que les voies de l'intelligence humaine demeurent à ce jour impénétrables. C'est en particulier le cas pour les experts de la conscience. Le cas de la conscience n'a pas encore été résolu. Et donc, pour l'instant, nous, on oubliera ici l'IA forte ou générale, celle qui prétend vraiment répliquer le cerveau humain. On va plutôt parler de l'intelligence artificielle faible ou étroite, celle au fond qui est une question de calcul, de probabilité ou de logique de prolongement. Et je dirais par la suite, je vous propose de retenir l'expression que j'emprunte à Cédric Villani en reformulant quelque peu. L'IA, on va vouloir désigner cet ensemble de recettes basées sur l'algorithmique et la statistique qui visent à automatiser efficacement certaines tâches. Bon, cette proposition vient d'une autorité incontestable, quelqu'un qui n'a pas besoin de vendre l'IA plus que cela, et aussi elle a le mérite quelque part de démystifier le sujet, mais je pense qu'elle ne nous dit pas encore tout, donc pour clarifier les choses, je pense qu'il faut aussi rappeler la coexistence historique entre deux approches, symbolique d'une part et connexionniste d'autre part, dans la mise au point des techniques algorithmiques. Peut-être vous en souvenez-vous, il y avait ce fameux test de Turing qui remonte aux années 50 où on essayait de voir quelle était la faculté de la machine à imiter la conversation humaine. Et puis il y a, je dirais, ce qu'on estime être le séminaire de 1956 qui aurait forgé le terme d'intelligence artificielle qui aurait lieu à Dartmouth, qui a eu lieu à Dartmouth dans le New Hampshire, qui est à 2 heures au nord de Boston, aux États-Unis, où là, on a pour la première fois défini un peu les contours et les objectifs de l'intelligence artificielle. On trouve assez facilement le document sur Internet. Quelques années plus tard, au fond, on a un premier essai d'imitation des réseaux de neurones par la machine avec le perceptron de Frank Rosenblatt qui va pas bien fonctionner. Ça va créer un trou d'air pour la dimension au fond, réseau de neurones, approche connexionniste. Des années 60 aux années 80-90, elle va au fond être moins utilisée, on va moins y croire, jusqu'à ce qu'un certain Geoffrey Hinton et Yann LeCun, qui est aujourd'hui à la tête de Meta dans l'intelligence artificielle, entament des travaux sur le sujet. Pendant cette période de 1960 à 1990, c'est au fond la logique des systèmes experts, des arbres décisionnels, l'approche d'IA symbolique. L'idée, c'est qu'on peut, dans un processus informationnel, eh bien, transformer un symbole en règle. Nous, les juristes, on connaît bien cette logique-là. On peut programmer, adapter, développer, redévelopper pour faire en sorte qu'au fond, une logique de règle, si alors les choses eh bien, aillent dans un certain sens. On peut donc de là déduire de règles, des faits, puis de nouveaux faits. Cette approche, je dirais, va fonctionner pendant plusieurs années. Elle a la difficulté qu'elle s'adapte un peu moins aux changements de circonstances, mais elle est efficace notamment pour les problèmes mathématiques et notamment elle va culminer en 1997 quand Deep Blue bat Garry Kasparov aux échecs. Et là, je dirais, à partir de là, on a peut-être un peu le point culminant de l'approche symbolique et les règles qui ont aussi leurs limites. Pendant ce temps-là, c'est Internet qui se développe, le big data, et je dirais, on voit à partir de 2012 un tournant, c'est-à-dire que les réseaux de neurones refont leur apparition, battent précisément des systèmes symboliques dans un test, dans un concours, et on va commencer à recroire à nouveau à cette approche de l'intelligence artificielle, notamment parce que la puissance de calcul a été améliorée grâce à des processeurs graphiques et aussi grâce au partage de données qui se généralisent et d'expériences. Donc ça, c'est, je dirais, le contexte historique que je voulais voir avec vous. Et puis ensuite, les choses s'accélèrent, comme vous le savez sans doute. Un match de Go est gagné par l'intelligence artificielle en 2016, et puis on bat les champions du monde. Et puis ensuite, DeepMind prédit la forme des protéines, une avancée fantastique en biologie, jusqu'à ce que fin 2002, au fond, les capacités avancées de génération de texte de chat GPT s'imposent au public dans son ensemble. Alors, ce que j'aimerais juste faire avant de céder la parole à mes collègues, c'est un petit peu de voir comment nous, juridiquement, on peut apprécier la chose. Et là, je vous
propose une analogie. Vous me direz dans le chat plus tard si elle vous plaît ou si elle vous déplaît, si elle vous paraît réductrice, comme elles peuvent l'être parfois ou non. C'est de dire, au fond, nous, les juristes, on a l'habitude de deux types de raisonnement. Le raisonnement qui suppose l'approche top-down, la règle déterminée, le système hypothético-déductif, qui a ses limites parce qu'il est effectivement prévisible, mais il a une forme de rigidité et parfois on n'arrive pas à trancher les intérêts a priori. Et de l'autre côté, l'approche connexionniste, celle qui passe par les réseaux de neurones, l'apprentissage profond, qui, elle, suppose que, eh bien, on s'entraîne a priori sur une quantité de données et qu'au fond, par la répétition des exemples et des expériences, on puisse commencer à cartographier les choses pour pouvoir, eh bien, rendre des décisions, faire des prédictions, des recommandations. Et ça, je dirais, c'est la version moderne de l'intelligence artificielle, celle justement qui sont utilisées dans les grands modèles de langage comme ChatGPT et celle qui, au fond, s'est imposée dès fin 2022 au grand public. Et cette forme d'intelligence artificielle, elle a ceci de particulier qu'elle peut disposer d'une forme d'autonomie décisionnelle. Et ça, pour le juriste, c'est une grande différence avec le système, disons, l'approche symbolique, où là, en principe, les choses sont prédéterminées. Ce sont des logiques de cause à effet, des séquences retraçables, des embranchements, un petit peu comme le définissait Steinhauer dans sa thèse impressionnante en droit il y a quelques années. Et au fond, on voit bien aussi le juriste, nous, on connaît cette approche. On voit bien, on peut enseigner le droit des obligations, c'est ce qu'on fait à l'Université de Genève le lundi avec les règles, la technique, la structure, et puis le mercredi avec les cas pratiques. Et on voit bien qu'on peut, par la familiarisation, la sensibilisation au cas, faire remonter de l'information. Et il semblerait actuellement l'approche par l'expérience, par la sensibilité, eh bien s'impose au détriment de l'approche symbolique, quoique certains voient qu'on puisse évidemment combiner les deux et on peut par le renforcement aussi améliorer eh bien, le fonctionnement des réseaux de neurones. Donc avec ça, je dirais, on peut voir que c'est un petit peu comme nous, le juriste qui est face, ou le juge qui est face à deux types de règles, la règle claire, déterminée a priori, et la notion juridique indéterminée ou le standard. Donc c'est des méthodes de raisonnement que nous connaissons déjà et par lesquelles on peut un petit peu trouver une forme d'inspiration pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Donc, au fond, si je devais résumer, j'ai noté ici que les algorithmes classiques suivent un ensemble de règles prédéfinies pour résoudre un problème, tandis que les réseaux de neurones apprennent à partir de données pour identifier des modèles et des relations. C'est donc de ça que va continuer à vous parler mon collègue Adrien Alberini, notamment, et je l'imagine, en se concentrant d'abord sur son état de fait, c'est-à-dire au fond la titularité des actifs digitaux, avant d'en tirer des conséquences juridiques. Et je vous remercie pour cette attention dans cette première partie de ce webinaire. Merci beaucoup, Fabien. En quelques mots, si je peux me permettre de demander que l'on passe à la slide suivante, c'est vrai que l'une des grandes difficultés auxquelles on fait face comme juriste face à cette émergence de l'intelligence artificielle, c'est qu'on a des questions qui partent dans toutes sortes de directions. Et comme Fabien l'a rappelé à l'instant, je crois que le point de départ utile pour nous tous, c'est d'essayer de définir une méthodologie et cette méthodologie devrait démarrer avec tout simplement les aspects factuels comme on a l'habitude de le faire. C'est ce que vous avez dans ce tableau, c'est ma proposition de méthodologie qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas je vous la propose. On a deux premières colonnes qui portent essentiellement sur les aspects factuels. Et vous voyez donc qu'on démarre avec une sorte de listing des actifs immatériels, les actifs qui nous occupent donc dans le cas qui vous est proposé. Ces actifs sont répartis essentiellement en deux catégories, les solutions informatiques elles-mêmes et ensuite le contenu qui est lié à ces solutions. Alors, dans les deux solutions, vous avez vu on a un robot advisor, ça a été rappelé par Célian tout à l'heure, et une solution RH. Quant au contenu, on a différentes choses. On a un premier élément qui ne ressort pas explicitement de la donnée, mais qui est véritablement central, comme vous le savez, et ça a été rappelé par Fabien, c'est les données et le rôle des données. On y reviendra tout à l'heure avec peut-être simplement une précision déjà à ce stade, c'est qu'on a des données généralement, et c'est la grande distinction, qui sont injectées dans les systèmes d'IA, c'est ce qu'on appelle les données d'input, et ensuite les données qui sont générées par les systèmes d'IA, qui sont les données d'output. Et puis, on a une série d'autres éléments qui ont trait à du contenu. On a probablement des textes de base qui donnent ensuite lieu à des résumés, des traductions, des compilations. Et puis, on a des images. Il n'y a pas de précision, mais ces images pourraient comprendre des photos. Et vous verrez que ces différentes distinctions d'actifs vont conduire à des qualifications diverses sous l'angle de la propriété intellectuelle. Alors, une fois qu'on a déterminé quels sont ces actifs, vous avez la troisième colonne qui vise à déterminer
quels sont les droits de propriété qui peuvent porter sur ces actifs. Vous voyez, s'agissant des deux solutions, le robot advisor et la solution RH, que l'on a ici du droit d'auteur sur logiciel qui va venir gouverner la matière. C'est donc ce type de droit de propriété que l'on aura. Certaines ou certains se poseront probablement la question de savoir pourquoi on n'a pas évoqué les brevets. C'est un sujet qui est extrêmement complexe, en pleine évolution. On n'aura pas le temps de le traiter durant les quelques minutes que nous avons aujourd'hui. Simplement garder en tête qu'on fait vraiment face à un pan du droit qui est en pleine explosion avec de nombreux développements à venir. Mais encore une fois, ce que l'on a ici, c'est du droit d'auteur sur logiciel. S'agissant ensuite des données, ça c'est un point qui est vraiment central et qui est parfois mal compris. On n'a pas de droit de propriété intellectuelle à proprement parler qui protège les données. Et donc, dès lors qu'on n'a pas ce type de droit, ce que l'on fait en pratique et souvent encore un peu sous-traité aujourd'hui, c'est de créer des droits de nature contractuelle sur ces données, tant les données d'input que d'output. Et donc, tant les contrats, comme on a ici avec les prestataires tiers, que des contrats que l'on pourrait avoir pour une banque avec ses clients, eh bien, il est recommandé dans ces contextes-là d'essayer de définir des droits de nature contractuelle sur les données. Ensuite, vous voyez, si on en vient aux différentes formes de texte et d'images, que l'on va avoir du droit d'auteur classique, c'est-à-dire sur les œuvres, sur les textes, et puis, on peut ensuite, par rapport au résumé, aux traductions, aux compilations, avoir d'autres éléments de droit d'auteur, notamment ce qu'on appelle les droits sur les œuvres dérivées et sur les recueils. Un point spécifique par rapport aux photographies qui est important, c'est que selon l'une des dernières révisions de la loi sur le droit d'auteur, les photographies sont protégées même quand elles n'ont pas de caractère original, c'est-à-dire pratiquement toute photographie est protégée aujourd'hui par le droit d'auteur, alors que ce n'est pas forcément le cas des textes. Certains textes le sont s'ils ont un caractère suffisamment individuel, original, alors que d'autres textes ne le sont pas forcément. Une fois que l'on a réussi à déterminer les différents droits de propriété qui s'appliquent sur les différents actifs, on peut en venir à la question suivante, et c'est l'objet des quatrième et cinquième colonnes, qui est la question de la titularité sur ces actifs. Et vous voyez qu'on fait essentiellement une distinction entre ce que l'on appelle traditionnellement la background IP et la foreground IP. Ces deux notions, elles se distinguent essentiellement par rapport, en principe, à un point déterminé qui peut varier selon les contextes. On va exemplifier ça dans un instant. Mais on a généralement une propriété intellectuelle, j'utilise le terme au sens large, qui est préexistante par rapport à un certain point, et une propriété intellectuelle qui portera au-delà de ce point sur tous les développements subséquents par rapport à un système ou un set de données. Si on reprend ces deux catégories maintenant par rapport à notre exemple de robot advisor. Notre robot advisor, on nous dit dans la donnée qu'il a été développé à l'interne au sein de la banque, ce qui signifie donc que la base du système, vraiment le système qui couvre le robot advisor, eh bien, c'est probablement la banque qui en est propriétaire. Cela dit, attention, ce n'est pas parce que ça a été développé à l'interne que c'est forcément le cas. On peut avoir certains composants qui appartiennent à des tiers, parfois même avec des licences open source d'utilisation, j'entre pas dans le détail. Et puis l'autre point auquel il faut faire attention, évidemment, c'est que les contrats de travail avec les développeurs internes protègent effectivement suffisamment bien la banque et donc que la banque acquiert tous les droits qui lui sont nécessaires. Pour ce qui est ensuite des développements subséquents, eh bien, toujours dans la même logique, si on part du principe qu'ils sont faits au sein de la banque, eh bien, la banque devrait être titulaire des droits sur ce que l'on appelle la foreground IP. La situation est probablement plus complexe et plus délicate pour la banque en lien avec la solution RH. Effectivement, dans ce domaine, donc on voit que la solution a été développée par un prestataire tiers. Très probablement, le prestataire tiers qui est spécialisé dispose d'une solution, je dirais, standard ou de base que ce prestataire met à disposition de la banque. Et on peut fortement parier que le contrat entre le prestataire et la banque prévoit que le prestataire tiers conserve les droits de propriété sur la solution de base, sur la background IP. Pour ce qui est des développements subséquents, ça c'est souvent un grand point de tension entre les parties. À nouveau, il faudra se référer au contrat
à nouveau, on peut partir du principe, en tout cas, que le projet de contrat remis par le prestataire tiers prévoit que ce même prestataire est titulaire de tous les développements subséquents qui seraient apportés à la solution. Cette situation ne convient pas toujours au client, en particulier à la banque face à son prestataire, et là, on a souvent un enjeu de négociation qui est important. Cette distinction background IP, foreground IP devient encore plus importante vis-à-vis des questions de données. Là, comme on l'a dit, comme on n'a pas de régime légal à la base sur les données, eh bien, il est essentiel que les contrats prévoient qui devient titulaire de quel jeu de données. En principe, il est conseillé pour la banque de prévoir tant dans les contrats vis-à-vis de ses prestataires que vis-à-vis de ses clients que la banque devienne titulaire des droits sur les données d'input, donc les données qui seront injectées dans les systèmes. On peut avoir certaines tensions avec le droit de la protection des données, évidemment, si on a des données personnelles, et là, il faudra trouver des régimes encore un peu plus sophistiqués. Mais encore une fois, l'idée, c'est vraiment pour la banque au maximum d'essayer de créer un régime de titularité sur les données d'input. Idem sur les données d'output, là aussi, il est fortement recommandé que la banque, dans sa documentation contractuelle, tant vis-à-vis de ses fournisseurs que de ses clients, obtienne la titularité des droits sur les données output. On voit avec les prestataires informatiques que ceux-ci sont généralement plutôt réticents, surtout ceux qui fournissent des systèmes d'IA, parce que ce qui les intéresse, c'est d'avoir accès aux données output précisément pour continuer à réentraîner constamment leur propre système, leur donner de la valeur et donc pouvoir les commercialiser plus avant. Là aussi, on peut fréquemment avoir des situations de négociation où on doit essayer de trouver un équilibre entre la position de la banque et celle du prestataire, encore une fois, sur ces données output. Pour ce qui est ensuite des différents éléments qui ont trait au texte, aux images, etc., le point qui est vraiment essentiel, attention, c'est de déterminer qui est l'auteur ou l'autrice initiale de ces œuvres. En effet, attention, en droit d'auteur, l'article 332 du Code des obligations ne s'applique pas et donc ce n'est pas nécessairement la banque qui devient titulaire des droits sur des textes qui auraient été générés par hypothèse par ses employés. Donc attention aux dispositions qui sont présentes dans les contrats de travail à cet égard. Et évidemment, la bonne pratique, c'est d'essayer de prévoir des cessions de droits dans ces contrats pour être sûr que la banque puisse utiliser toutes les créations faites par ses employés. Si on en arrive à ce régime, si les choses ont été bien faites, alors effectivement, à partir de là, la banque détiendra les droits nécessaires sur les textes, images, photos de base, et la banque pourra donc continuer à les développer, le cas échéant au moyen de systèmes d'intelligence artificielle, et donc toutes les œuvres qui seront dérivées ou compilées à la base des œuvres initiales grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, c'est la banque qui devrait en devenir titulaire. Là aussi, vous voyez l'intérêt et l'importance de bien régir dans les contrats, cette fois avec les employés, mais aussi potentiellement avec des prestataires tiers ou des développeurs tiers, la titularité des droits et l'éventuelle cession de droits ou l'existence de licences pour que la banque puisse librement ensuite exploiter ces différentes œuvres et continuer à les développer grâce à ces systèmes d'intelligence artificielle. Durant les quelques minutes qu'il me reste, je vous propose qu'on passe à quelques éléments d'attention additionnels, en plus, je dirais, de ces éléments standards, de cette méthodologie standard pour traiter ce type de situation. Je vous en propose quelques-uns ici, mais cela n'a pas vocation à être totalement exhaustif. Le premier point, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est le droit d'auteur versus les brevets. C'est vrai que la réaction naturelle, c'est de se dire, bon, on a des technologies avec l'intelligence artificielle, donc forcément, les systèmes d'IA vont être protégés par des brevets. Attention, ce n'est pas nécessairement le cas, c'est même plutôt pas le cas. En principe, c'est le droit d'auteur qui va trouver application. Il n'est pas exclu que dans certains cas, on puisse en plus obtenir des brevets. Il faut pour cela que le système produise ce que l'on appelle un effet technique, élément qui est extrêmement difficile à déterminer en pratique. Mais donc l'effet technique, cela signifie en quelques mots que l'on va au-delà simplement d'un système informatique pour améliorer un processus. On a véritablement un système informatique
qui va améliorer un aspect technique. Imaginons que vous ayez un système de détection des fraudes qui détecte les fraudes à partir de, je ne sais pas, d'un serveur central. Si on arrive à déplacer l'élément de détection et le mettre par hypothèse dans un smartphone, là, on aura un effet technique en plus et là, potentiellement, on pourrait imaginer disposer d'un brevet. Évidemment, s'il y a des brevets qui entrent dans le jeu en plus du droit d'auteur, on va avoir toute une série de questions additionnelles à traiter. Deuxième point sur lequel j'attire votre attention, c'est celui des signes distinctifs des marques. Quand on parle de technologie, on réfléchit beaucoup, c'est normal, à la technologie, au droit d'auteur, au brevet. Les marques peuvent jouer un rôle extrêmement important, notamment en termes d'avantages compétitifs. C'est parfois un aspect qui est quelque peu, je dirais, négligé lorsque l'on fait face à des pures questions technologiques. Et enfin, trois derniers points qui sont liés les uns aux autres, c'est les garanties en matière de propriété intellectuelle et je dirais les deux conséquences liées à ce point. Le risque principal pour une banque aujourd'hui, lorsqu'elle utilise un système d'intelligence artificielle, c'est surtout s'il a été développé par un tiers, c'est de ne pas maîtriser entièrement la manière dont ce système a été développé. Et donc, potentiellement, ce système d'IA, qui repose, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des quantités de données qui peuvent provenir de tiers encore, eh bien, c'est que ce système d'IA viole les droits de tiers. Dans l'hypothèse où les droits de tiers devaient être violés, il est probable que le tiers se retourne non pas, ou en tout cas non pas seulement contre le fournisseur de services, mais également contre la banque étant une cible généralement toute désignée dans ce type de situation. Et alors la banque, elle n'y peut pas grand-chose parce que ce n'est pas elle qui a développé le système, mais sous l'angle de la propriété intellectuelle, elle risque d'engager sa responsabilité, elle risque d'être amenée à devoir indemniser le tiers. Comment essayer de remédier à ce problème? Eh bien, c'est les points D et E. Il faut généralement essayer d'obtenir dans les contrats avec les prestataires une clause d'indemnisation du client, donc ici le client étant la banque vis-à-vis du prestataire, pour le cas où la banque se verrait actionnée par un tiers pour la violation des droits de propriété intellectuelle. Puis le point complémentaire assez évident, mais néanmoins essentiel, c'est évidemment de se réserver pour la banque le droit de sortir du contrat si on est dans ce type de situation, parce qu'évidemment, avec un marché extrêmement dynamique et en mouvance, on ne veut pas rester bloqué avec une solution qui pose problème sous l'angle de la propriété intellectuelle. Donc vraiment, recommandation, essayez au maximum de pouvoir sortir du contrat en disposant d'un droit contractuel clair à cet égard. Je crois que j'arrive gentiment au terme des 15 minutes qui m'étaient octroyées. J'espère que ces quelques points auront été intéressants. Vous verrez dans les slides tout à la fin, il y a quelques sources complémentaires pour le cas où vous souhaiteriez approfondir ces questions. Et sur cette base, je passe la parole à Philippe Fischer pour les questions réglementaires. Philippe, tu as la parole. Merci. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et aussi meilleurs vœux évidemment pour une nouvelle année. Donc une nouvelle année 2025 qui commence aussi avec une nouvelle édition du CAS Digital Finance Law, comme vous l'avez entendu déjà tout à l'heure. Et comme vous l'avez vu aussi, à l'image de la manière dont on procède généralement dans le cadre du CAS DFL, on a effectivement essayé de structurer ce webinaire sous la forme d'un cas pratique. Et Adrien vous a présenté les différents enjeux liés à la titularité sur les actifs numériques au sens large qui peuvent se poser à la lecture de ce cas. De mon côté, j'aimerais discuter avec vous de deux aspects qui touchent plutôt les relations entre notre banque Novaloan et des tiers. D'un côté, ses clients, en particulier les clients qui ont recours au service du robo-advisor, et d'un autre côté, ses employés, respectivement, les candidats qui sont soumis à cette solution d'IA dans le cadre du processus de recrutement. On a essayé de construire ce cas pratique sur la base de situations qui nous semblent réelles et peut-être, et on l'espère, certaines de situations évoqueront aussi des projets auxquels vous avez été confrontés. Si dans un premier temps, on regarde la dimension du robo-advisor, donc c'est le deuxième bullet point de l'énoncé, Novaloan offre des services de gestion par le biais d'un robo-advisor qui inclut une solution d'IA. Là, de notre point de vue, il y a trois grandes familles d'enjeux qu'il faut considérer face à un tel projet. Il y a des questions assez classiques finalement
de réglementation financière qui sont évoquées sur cette slide, et ensuite des questions liées à la protection des données et n'oublions pas, des questions liées au droit du mandat qui a évidemment plus d'un siècle, mais qui s'applique aussi évidemment à des solutions innovantes. S'agissant de la dimension réglementaire, on a en fait finalement la question qui se pose en lien avec les trois lois. On connaît bien l'EFIN, LSFIN, LBA. S'agissant de la LEFIN, dans le cas particulier, vu que le robo-advisor est interne à une banque, on a évidemment une activité de gestion de fortune qui est fournie à travers ce robot, mais compte tenu du système de l'autorisation en cascade de l'article 6, l'EFIN, la banque peut évidemment, même à travers un robo-advisor, offrir des services de gestion de fortune. Deuxième impact qu'on a, c'est l'impact LSFIN. Et là, on sait aussi évidemment que le service de gestion de fortune qui est envisagé dans le projet est un service financier. On entre donc dans le monde de la LSFIN avec notamment le déclenchement des différentes obligations de suitability. Et donc, le robo-advisor devra arriver à reproduire d'une certaine manière les questionnaires LSFIN, comme on les appelle, qui permettent de définir un profil de risque et d'accompagner ensuite le client dans la définition de la stratégie de placement. Et les obligations d'information, article 8 LSFIN, sont évidemment déclenchées aussi. Avec peut-être là un point spécifique lié au recours à l'intelligence artificielle, c'est celui qui découle de l'article 7 OSFIN, qui nous dit que le prestataire de services financiers doit informer sur la nature, les caractéristiques principales et le fonctionnement du service financier. Et là, nous sommes d'avis que si la prestation est fournie à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle, c'est un point qui doit faire l'objet d'une information dans le cadre de l'article 7 OSFIN. La question étant jusqu'à quel niveau finalement de détail on va aller s'agissant des explications. Autre point, si je reviens sur la colonne de gauche, c'est évidemment les questions de LBA, qui là aussi ne sont pas d'une criticité particulière dans ce projet-là, dans la mesure où la prestation est offerte par une banque qui est évidemment soumise à la LBA, mais qui pourra aussi éventuellement bénéficier aussi des allègements en matière d'identification de l'ayant droit économique et du co-contractant par le biais de la circulaire FINMA sur l'identification online. En revanche, évidemment, des robo-advisors qui sont lancés, disons, par les entreprises qui ne sont pas forcément au bénéfice d'une licence bancaire ou de l'enregistrement OAR, LBA si nécessaire, eux, évidemment, là, les questions réglementaires se poseront de manière accrue. Un autre point qui nous semble important de distinguer là, c'est finalement de distinguer d'un côté les robo-advisors, dont on parle ici, soit intégrés dans une banque, soit externes, entre guillemets, un peu comme des gestionnaires de fortune externes. On a mis des exemples sur la slide en bas à droite. Et quelque chose qui s'est développé un peu en marge, disons, du développement des outils conversationnels que Fabien évoquait tout à l'heure avec l'explosion de ChatGPT, c'est des agents conversationnels qui agissent comme des assistants en investissement. Et ce n'est pas très surprenant quand on voit leur nom. Ils sont largement inspirés, évidemment, aussi de ChatGPT. Donc, c'est vraiment le dialogue, entre guillemets, qu'on peut avoir avec une machine pour obtenir des informations. J'utilise volontiers un terme très, très large sur des instruments financiers. Donc, ce n'est pas une prise de décision d'investissement. Donc, on n'est pas dans un scénario de robo-advisor comme on l'est ici. Mais malgré tout, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure ce type de service peut néanmoins faire l'objet d'une réglementation en Suisse. On peut penser à trois grandes familles de normes. On peut se poser la question de savoir si le niveau de personnalisation est suffisant pour entrer dans le monde du conseil en placement au sens de la LSFIN. On peut se poser la question de savoir si dans certains cas, ce n'est pas une publicité pour un instrument financier au sens de l'article 68 LSFIN. Et c'est probablement souvent le cas, on peut se poser la question de savoir si ce genre d'agents conversionnels ne sont pas en train de faire de l'analyse financière, aujourd'hui réglementée par des directives ASB, mais qui seront d'une certaine manière transposées dans le cadre d'un projet pendant de réforme de la LSFIN à l'article 67A LSFIN. Je ne rentre pas plus dans le détail s'agissant de ces agents conversationnels, mais je vous renvoie à un article de Yannick Caballero Cuevas que vous retrouvez
à la fin des slides, dans la biographie, dans la RSDA 2024, qui discute en détail et avec beaucoup de précision et des développements très intéressants les enjeux réglementaires de ces assistants en investissement. Si on revient maintenant à Novalone, la première question se posait donc cette question de réglementation financière qui finalement ne pose pas un réel problème en pratique pour autant qu'on arrive à gérer la question du devoir d'information. Deuxième question, c'est la protection des données. Et donc là, on se posera la question de savoir est-ce qu'on a affaire à une décision individuelle automatisée. C'est évidemment une thématique, comme vous le savez, dont Célian Hirsch, qui modère aujourd'hui notre discussion, a déjà parlé lors de la JDBF 2023. Il a aussi publié une série d'articles à ce sujet que vous retrouvez dans la bibliographie. Et donc, pour résumer les principaux enjeux, la première question qu'on doit se poser est celle de savoir est-ce qu'on a finalement une DIA avec les trois conditions, décision individualisée, sans intervention humaine et qui déploie des effets juridiques ou affecte la personne concernée de manière significative. Les deux premières conditions sont probablement remplies. La décision de gestion, elle est individualisée. Et si on fait référence à un robot advisor, elle l'est aussi de manière exclusivement automatisée. La question qui se pose est de savoir si elle déploie des effets juridiques ou qu'elle affecte la personne concernée de manière significative. Elle déploie sans doute des effets juridiques parce qu'elle a un effet sur le patrimoine du client qui voit évidemment son patrimoine se modifier sur la base des décisions qui sont prises par le robot advisor qui agit en qualité de gestionnaire de fortune. Maintenant, certains auteurs en doctrine sont d'avis qu'il faut un certain niveau de matérialité aussi au niveau des effets juridiques pour pouvoir conclure à ce qu'on a effectivement affaire à une DIA. Et donc, s'il n'y a qu'une petite partie du patrimoine du client qui est géré par le robot advisor, on n'atteint pas finalement le troisième critère. Donc là, déjà, il y a un débat sur la question de savoir si finalement on a affaire à une DIA. Deuxième question dans le schéma de raisonnement du droit suisse, et je profite d'ouvrir une micro-parenthèse pour vous dire que le RGPD prévoit un régime plus strict qui est similaire à l'arbre décisionnel que vous avez là sous les yeux, mais qui est en réalité plus strict. Mais on va se concentrer sur la LPD pour l'instant. Deuxième étape, c'est la question de savoir est-ce qu'on a affaire à un safe harbor qui en réalité nous permet de sortir du monde des DIA. Et là, on pense évidemment au premier des safe harbors de l'article 21 alinéa 2 LPD, qui est de dire que si la DIA est en relation directe avec la conclusion d'un contrat ou l'exécution d'un contrat et que la demande de la personne concernée est satisfaite, en fait, on sort du système de la DIA et c'est évidemment le cas, à supposer qu'on qualifie le robot advisor de DIA parce qu'on considère que les trois premiers critères sont remplis. On bénéficie, à mon sens, du safe harbor parce que le but même de la prestation est évidemment de prendre des décisions de gestion et donc, a fortiori, la demande de la personne concernée est satisfaite. On verra que dans le cas de la candidature rejetée, la réponse est évidemment un tout petit peu différente. Le consentement permettrait aussi de sortir de la réglementation des DIA. Et là, on sait aussi que le consentement est probablement le pire des motifs justificatifs de droit à la protection des données. Et c'est aussi vrai dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui vaut la peine d'approfondir. Maintenant, à supposer évidemment qu'on considère qu'on soit en présence d'une DIA et qu'aucun des safe harbors s'applique, ce qui n'est probablement pas le cas, comme je disais, en cas de robot advisor, mais je mentionne quand même rapidement les deux conséquences. C'est d'un côté un devoir d'information et d'un autre côté ce qu'on appelle un peu le droit d'être entendu pour la personne concernée qui peut demander à ce que la DIA soit revue par une personne physique. Et ça, c'est là aussi qu'on se rend compte que le régime des DIA est en réalité pas compatible avec les robots advisors. Premièrement, parce que le devoir d'information qui est à charge du responsable de traitement, en réalité, il est déjà rempli par l'obligation de LSFIN que j'évoquais tout à l'heure et par l'obligation du droit du mandat que j'évoque dans un instant. Et d'un autre côté, cette mesure de sauvegarde dont le but est d'une certaine manière de permettre de limiter le risque pour les droits et libertés de la personne concernée. Et ça, évidemment, dans l'outil de recrutement qu'on évoquait tout à l'heure, ça a une vraie pertinence. Ici, évidemment, c'est un risque financier dont on parle. Donc, cette mesure de sauvegarde ne fait pas beaucoup de sens. Donc, en résumé, les DIA sont théoriquement pertinentes et doivent être analysées. En réalité, peut-être qu'il ne s'agit même pas d'une DIA parce que l'effet juridique n'est pas suffisamment matériel.
respectivement, selon toute vraisemblance, on pourra utiliser le safe harbor du 21 alinéa 2 de la DIA qui est en relation avec la conclusion et l'exécution d'un contrat et que la demande de la personne concernée. Donc, pas de problématique particulière à ce niveau-là. Et finalement, troisième volet, on peut peut-être passer sur la prochaine slide, c'est la question du droit du mandat. Et ça peut sembler évidemment un tout petit peu anachronique de parler du code des obligations, mais en réalité, c'est la base. Et donc, évidemment, le rapport entre le client et Novalone, même s'il passe à travers un repos, et la prestation est fournie à travers un repos advisor avec une solution d'intelligence artificielle, à la fin de la journée, c'est quand même le droit du mandat qui s'applique, avec les articles 394 et suivants du Code des obligations, le devoir d'information du mandataire, qu'on a retrouvé déjà dans la LSFIN tout à l'heure, mais qui découle évidemment historiquement du droit privé, l'obligation de récolter des informations sur le mandant, sur le client, d'établir un profil de risque, une stratégie de placement. Ces différentes règles, elles s'appliquent évidemment sous l'angle du droit civil et aussi sous l'angle de la LSFIN, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ce qui est vraiment intéressant dans le monde des robots advisors en lien avec le droit du mandat, c'est plutôt les questions de responsabilité civile. Et j'en vois deux en réalité. La première, c'est ce qu'on appelle le standard de comparaison. Et on voit le tribunal fédéral compare en fait la diligence du mandataire qu'il doit analyser, du gérant qui doit analyser, en cherchant, et je cite, à déterminer comment un mandataire consciencieux placé dans la même situation aurait agi en gérant l'affaire en cause. Fin de citation. Et donc là, évidemment, ça pose immédiatement la question de savoir, en cas de mauvaise, entre guillemets, gestion par un robot advisor, quel est finalement le seuil de comparaison? Est-ce qu'on va comparer l'activité avec un gérant humain parce qu'on dit que finalement ce que le client voulait, c'était une activité de gestion de fortune? Ou est-ce qu'on va trouver, pour autant que ça existe, un robot advisor consciencieux placé dans la même situation et on va essayer de comparer l'activité de ce robot advisor théorique avec le robot advisor dans le cas pratique, dans le cas considéré. C'est une question, je pense, intéressante, donc dogmatiquement très intéressante, pas forcément évidemment résolue à ce stade, pour les besoins de la pratique, parce que finalement, on est quand même autour de la table des praticiens. Je pense qu'une manière de gérer cette problématique est évidemment de calibrer les attentes du client. Et le lieu où on calibre les attentes du client, c'est la documentation contractuelle. Et si, évidemment, la documentation contractuelle du robot advisor fait référence à des standards, entre guillemets, du monde réel, si j'ose dire, donc par exemple les directives ASB en matière de gestion de fortune ou le code de conduite de l'ASG, on aura évidemment un avis plus tendance à comparer finalement l'activité du robot advisor avec un gérant, entre guillemets, humain, alors que tel n'est pas forcément le cas si on en reste à un niveau plus de fourniture d'un service de gestion par le biais d'un robot advisor. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point que je trouve très intéressant, c'est la question de l'explicabilité. Et ça, on y reviendra aussi tout à l'heure parce que c'est aussi une des attentes très dures et très ambitieuses de la FINMA, c'est de comprendre finalement les décisions qui sont prises. Et ça, c'est évidemment critique ici parce que le robot advisor inclut une solution d'intelligence artificielle. Et là, j'aimerais juste faire rapidement référence à une jurisprudence, entre guillemets, prémonitoire, qui d'ailleurs avait été présentée par Fabien Léjoie lors de la JDBF de l'année dernière. C'est le chapitre 5 de sa présentation. C'est l'arrêt 4A_301/2023, 4A_301/2023, qui était le cas, vous vous souvenez peut-être, d'une banque qui avait fait un appel de marge et du coup, le client lui devait à peu près 1 million. Et la banque a eu des grosses difficultés pour expliquer finalement comment elle était arrivée à ce montant de 1 million qu'elle réclamait au client. Ça avait été difficile à expliquer devant les cours cantonales et le TF a été très dur avec cette banque en disant que dans la mesure où la banque n'a pas réussi à expliquer comment elle arrivait à ce calcul, elle la déboute de ses conclusions. Ça, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle de prime abord parce qu'on parlait simplement d'un appel de marge dans le cadre du taux plancher franc-suisse-euro. Mais en réalité, la problématique sera la même ici. Si, en cas de problème, on doit expliquer pourquoi la décision de gestion a été prise d'une certaine manière, on rentrera dans la question de l'explicabilité et donc de la capacité, finalement, pour la banque à expliquer d'abord à son client et ensuite à un juge
pourquoi une certaine décision de gestion a été prise. Donc ça aussi, un des enjeux à considérer dans ce contexte. Si je peux maintenant passer au deuxième volet que je voulais discuter avec vous, et je serai plus rapide, promis, je laisserai évidemment aussi du temps à mes autres intervenants, c'est la question de l'outil en matière de ressources humaines. Comme vous le savez, Novalone dispose d'une petite équipe de RH et donc elle envisage d'utiliser une solution IA pour présélectionner des candidats, et qui dit présélectionner veut évidemment aussi dire écarter certaines candidatures. Et là aussi, c'est vrai que quand la loi sur la protection des données, la nouvelle loi, est entrée en vigueur en septembre 2023 et qu'on regardait ce chapitre sur les DIA, certains d'entre nous, y compris moi, à vrai dire, avaient l'impression qu'on parlait un peu de science-fiction avec ces DIA et que de toute façon, avant 3, 4, 5, 10 ans, ça n'allait pas exister. La réalité, c'est que c'est là. Et le genre d'outils qu'on a proposé dans le cas pratique, c'est en réalité des outils qui existent vraiment. Et là, pour le coup, si je reprends le schéma de discussion que j'évoquais tout à l'heure en lien avec le Robot Advisor, en réalité, on se rend compte que l'analyse sous l'angle des DIA est évidemment beaucoup plus critique, parce que c'est une DIA, elle est individualisée, elle est prise sans intervention humaine et elle déploie des effets qui, en tout cas, affectent la personne concernée de manière significative, parce que la candidature rejetée n'a pas l'emploi, donc on ne peut pas dire qu'elle n'est pas affectée de manière significative. Est-ce que l'un des safe harbors s'applique? La réponse est probablement non. D'un côté, par nature, la demande de la personne concernée n'est pas satisfaite si sa candidature est rejetée, et le consentement, comme je l'évoquais tout à l'heure, est rarement une solution attractive en matière de protection des données, et encore moins dans le rapport employé-employeur en raison du lien de subordination. Et donc là se posent des vraies questions en matière de conséquences juridiques d'une DIA, dans la mesure où il y a effectivement un devoir d'information à charge du responsable de traitement, donc également à charge des candidats que l'on invite à postuler. On doit les informer sur l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle, avec aussi après des questions qui vont se poser au niveau du niveau de détail qu'on doit fournir dans ce contexte. Et on doit donner la possibilité d'avoir ce droit de recours à un humain. Donc d'abord de faire valoir son point de vue, et ensuite d'exiger que la DIA soit revue par une personne physique. Donc là, contrairement à la présentation qu'on avait avant, le régime des DIA est susceptible de s'appliquer en plein. Voilà, si on peut passer peut-être rapidement à la dernière slide, et je conclurai très brièvement sur cette base-là. J'aimerais encore juste, vu qu'on a affaire là finalement à une banque et qu'on m'a demandé de traiter les questions réglementaires, faire référence à deux questions transversales. On a d'un côté des attentes de la FINMA, des attentes qui ont été maintenant exprimées de manière très claire dans une communication du mois de décembre 2024, avec 7 thématiques que je vous laisse découvrir sur cette slide. Et on retrouve des scénarios ou des enjeux qu'on évoquait tout à l'heure, notamment en matière de qualité des données, qui est évidemment très difficile en cas des large language models à garantir, et en matière d'explicabilité avec les enjeux que j'évoquais tout à l'heure. Vous pouvez aller sur le site du CDBF pour voir aussi une contribution de Yannick Caballero-Covas sur les attentes de la FINMA en matière de gouvernance. Et j'en profite pour vous dire, comme vous l'avez vu, qu'il y a maintenant une sous-section intelligence artificielle sur le site du CDBF, et toute une série de questions vont être abordées au fur et à mesure des commentaires CDBF qu'on connaît bien depuis un certain nombre d'années. L'autre question transversale que je voulais évoquer rapidement avec vous, c'est évidemment le elephant in the room, qui est le règlement européen sur l'intelligence artificielle, le fameux RIA, qui est un peu le seul point, le seul texte réglementaire qu'on peut se mettre sous la dent à l'heure actuelle, parce qu'il existe, même s'il n'est pas encore tout à fait en force. Et là, c'est vrai qu'on a une dimension extraterritoriale de ce règlement, un peu dans le même monde que le RGPD qu'on a connu en 2018. Et pour le dire en quelques mots, et ça c'est clairement des points qu'on aura l'occasion d'approfondir dans le cadre du CAS-DFL, cette application extraterritoriale peut se déclencher notamment lorsqu'on a le résultat qui est produit par le système d'IA qui est utilisé dans l'Union européenne. Et là, si on revient rapidement au cas pratique que j'évoquais tout à l'heure, dans le cas du Robot Advisor, s'il y avait un client dans l'Union européenne qui utilisait ce Robot Advisor
je pense qu'on pourrait dire que le système BIA a un résultat qui est utilisé dans l'Union européenne, qui potentiellement déclenche l'application du RIA, qui est peut-être pas si grave que ça, parce que l'activité de gestion de fortune n'est pas une activité qualifiée de à haut risque selon le RIA. La question est évidemment beaucoup plus sensible au niveau des ressources humaines, parce que les activités liées aux ressources humaines, en tout cas certaines d'entre elles, y compris la gestion des candidatures, sont des activités à haut risque selon le règlement d'intelligence artificielle. Et là se pose la question de savoir si un résultat, dans le cadre finalement du projet qu'on a évoqué tout à l'heure, se concrétise dans l'Union européenne. Ma position à ce stade, mais c'est évidemment juste une position sur la base de la lecture du RIA, et que si finalement une personne résidant dans l'Union européenne dépose sa candidature, fait l'objet d'une analyse selon le système d'intelligence artificielle, mais que cette analyse n'est pas communiquée à la personne, on lui dit simplement « désolé, votre candidature n'est pas retenue », dans ce cadre-là, je pense qu'on peut argumenter qu'il n'y a pas de résultat qui est utilisé dans l'Union européenne, vu que le résultat reste auprès de en Suisse, et donc ça déclenche l'application extraterritoriale du RIA. Mais ça, c'est clairement des points qui vont pouvoir être abordés également dans le cadre du CAS BFM. Voilà, j'en reste là. J'ai terminé par ma partie et maintenant, évidemment, on va regarder ce qui se passe en cas de problème. Et c'est là, évidemment, c'est très intéressant d'examiner finalement quelle est la responsabilité que subit la banque si le chatbot qu'on évoquait tout à l'heure dysfonctionne. Et c'est Fabien Léjoie qui va nous accompagner dans le cadre de ce processus. Merci, cher Philippe. Je vous rappelle donc la situation. Nous avons un client qui se logue sur son e-banking, extrait son relevé de compte, observe un virement qui l'étonne. Environ 12 000 francs partent à l'étranger sans qu'il n'en ait le souvenir. Au même moment, ce client a face à lui sur son écran une petite fenêtre et surgit cette idée de taper une question dans la fenêtre, l'assistant conversationnel, l'agent conversationnel, l'assistant numérique, le chatbot. Et là, il pose la question, alors voilà, je ne sais pas très bien ce qu'il en est de ce virement, comment puis-je m'y opposer? Et là, le chatbot répond, eh bien, vous avez un délai de 60 jours pour faire la vérification et nous écrire. Le client se fie à cette information qu'il reçoit, il appuie sur OK, Enter, et l'affaire s'arrête là. Donc, quelques jours plus tard, plus de 30 jours plus tard et moins de 60 jours plus tard, le client revient vers la banque en disant « mais ce n'était pas moi qui ai effectué ou instruit ce virement ». Donc, on ne va pas entrer ici sur le fond, dans la méthode en 3 étapes du tribunal fédéral que vous connaissez déjà et qu'on a eu l'occasion d'illustrer. Ici, on va se poser une question toute bête, au fond, de se dire, si la banque dit, mais c'est pas moi, c'est cet assistant qui a dit ça, bon, cet assistant, et si c'était au fond quelqu'un d'autre, si c'était un employé, est-ce que je pourrais au fond réduire ma responsabilité? De toute façon, j'ai une clause qui limite ma responsabilité du fait de l'auxiliaire qu'est l'employé, c'est pas mon fait propre, on serait plutôt dans 101 que dans 100, ou même peut-être au fond c'est un tiers, un substitut au sens de 399 du Code des obligations, type de discussion qu'on trouve dans la doctrine, hein. Il y a eu plusieurs étapes dans l'IA, je l'ai mentionné, on entre en 2025 dans l'ère justement de ce qu'ils appellent agentic AI, je ne me risque pas à traduire le mot agent en français puisqu'il est très chargé juridiquement, puis il y aura une prochaine étape où c'est vraiment la robotisation générale qui devrait s'installer, et donc c'est vrai que ces questions de personnalité juridique ad hoc pour le robot se posent, certains les défendent, et donc voici la position de la banque, ce n'est pas moi, premier argument. Et puis deuxième argument, même si c'était moi, eh bien, bon, c'est marqué dans mes conditions générales, le délai pour s'opposer, pour réclamer quand un avis ne nous paraît pas conforme, c'est 30 jours, il est usuel, vous le connaissez. Alors je dirais, comment allons-nous envisager ces arguments? Il me semble que les discussions théoriques sur l'attribution des actes, omissions, déclarations de l'assistant numérique, en l'état, trouvent une réponse assez partagée
auprès de différents acteurs, qu'on pense à la CNUTC, qu'on pense au European Law Institute dans les différents rapports qu'ils ont émis et aussi une partie de la doctrine. L'idée, c'est de dire il y a, même si elle commence à développer une forme d'autonomie décisionnelle, reste un outil, c'est moi qui ai agi par le biais de cet outil. Donc la défense de la banque ici ne devrait pas tenir, au fond. Ce chatbot, c'est ni une personne physique, ni une personne morale. Par conséquent, eh bien, on peut considérer qu'elle a donné elle-même l'information, et c'est pas rien. C'est-à-dire qu'elle ne va pas répondre typiquement du fait d'autrui, elle va répondre de son propre fait. Hein. Donc on va pouvoir volontiers exclure non seulement l'acte fait par un représentant 32 et suivant du Code des obligations, l'acte de l'auxiliaire 101 du Code des obligations et aussi 399 du Code des obligations. En tout cas, en l'état, cette disposition, elle suppose qu'une personne, une vraie, agisse et sauf à les appliquer par analogie lorsqu'il faudra créer du droit, peut-être qu'un jour la question, en vertu d'un développement véritablement fort de l'autonomie de l'assistant, se reposera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, dans un arrêt, le tribunal fédéral qui concernait le trading algorithmique a eu l'occasion de dire qu'en tout cas, s'agissant de l'article 398 du Code des obligations, eh bien, la question ne se posait pas, ce n'est pas un tiers, donc on ne peut pas appliquer ces dispositions-là et on peut, je pense, poursuivre ce raisonnement pour 101 et 32. Donc la banque a probablement tort de dire ce n'est pas moi. Elle doit assumer les conséquences de l'information qu'elle a donnée à son client. Maintenant, la question qui va se poser, qui est un peu plus délicate, c'est quelle est au fond la priorité entre la déclaration de l'assistant conversationnel et les conditions générales. Pour simplement ici faire la conclusion, on attribue directement acte, omission, déclaration de l'IA en l'état à la personne physique ou morale qui en fait usage. Maintenant, il y a contradiction entre les termes. Alors peut-être certains d'entre vous se souviennent de cet arrêt Moffat contre Air Canada qui concernait un client qui avait demandé une demande de remboursement de son billet d'avion payé un petit peu moins cher parce que le motif qui était le sien, c'était un enterrement. Et le chatbot lui dit, c'est bon, vous bénéficiez de ce tarif réduit. Puis derrière, la compagnie aérienne lui a dit, non, désolé, ce n'est pas ce que prévoient nos conditions générales qui sont aussi disponibles sur le site. L'arrêt Moffat contre Air Canada, c'est un arrêt de negligent misrepresentation, un cas de tort, donc de responsabilité extra-contractuelle. Là, on est dans une logique contractuelle. Donc, lorsque la banque donne une information qui est erronée, moi je crois que sans chercher midi à 14 heures de nouveau, il faut appliquer les règles du mandat comme on a l'habitude de le faire et de dire que la banque, en donnant une fausse information, un renseignement inexact, elle manque à la diligence qu'on peut attendre d'elle, qu'on peut raisonnablement exiger d'elle et par conséquent, le client ne doit en supporter aucun préjudice. S'il devait en supporter un préjudice, il pourrait invoquer la violation du contrat aux conditions de 97 CO et demander réparation du dommage. Première hypothèse de travail, me semble-t-il, la plus directe et pertinente, et je dirais aussi dans une logique du plus spécial au plus général. Si toutefois on n'est pas encore convaincu par cette approche, on peut aussi se dire, mais d'une certaine façon, même si ce n'est pas la volonté réelle de la banque que d'accorder un délai non plus de 30 jours mais de 60 jours, mais c'est au fond 60 jours qu'elle a dit, eh bien, le client, de bonne foi, en vertu du principe de la confiance, pouvait comprendre raisonnablement cette déclaration comme étant raisonnable. Il n'est pas censé savoir par cœur quel délai s'applique de manière générale à la contestation du contrat. Et il n'est surtout pas censé savoir automatiquement que l'assistant conversationnel a moins de valeur juridique que les conditions générales auxquelles il a adhéré sans trop les regarder il y a quelque temps et qui sont parfois mises à jour sans qu'il le sache et dont les modifications sont réputées admises quand il se tait pendant 30 jours. Pour cette raison-là, moi je ne vois pas de primauté des conditions générales. Je pense que la déclaration du robot engage la banque à, au fond, une modification, fût-elle ponctuelle du contrat, une sorte de dérogation au délai dans ce cas particulier, ou même une modification plus générale si la chose n'est pas rectifiée. Pour cette raison-là, on va le voir, c'est amusant parce que quand on a des nouvelles questions qui se posent, on revient aux principes toujours fondamentaux, ceux qu'on connaît très bien. Donc, on invite toujours ceux qui nous écoutent à rester solides sur les fondamentaux. Puis, je dirais,
Troisième hypothèse de travail, si vous n'êtes pas convaincu par les deux premières, écrivez-moi sur le chat aussi ce que vous avez en tête. Bien sûr, il reste cet argument subsidiaire extraordinaire qui est l'abus de droit et qui est parfois quelque chose qu'on reproche à la banque quand elle se prévaut de ses conditions générales. Ici, il y aurait une forme de contradiction entre la déclaration du chatbot et puis ensuite les conditions générales, et à s'en prévaloir, la banque pourrait commettre un abus de droit. Peut-être, je rappelle que selon ma compréhension, mais corrigez-moi si vous en avez une différente, c'est quand même un délai que installe la banque d'opposition qui sert d'une certaine façon à minimiser son dommage en cas de virement frauduleux, parce qu'on se souvient bien que c'est la banque qui supporte le dommage, même si elle le retransfère sur la tête du client. Donc au fond, ce qu'elle demande au client, c'est aide-moi à ne pas trop tarder pour que je puisse m'organiser pour récupérer les sous. Donc c'est pas non plus une forme d'incombance légale qui, si tout d'un coup le délai était violé, on pourrait vraiment le reprocher au client. Il y a une forme d'idée d'incombance, mais elle est contractuelle. Donc voilà pourquoi je pense que la banque ici, sans qu'il faille aller jusqu'à l'ombudsman parce qu'il y a des gens qui sont fâchés, devrait permettre au client de contester, de restituer au fond le délai pour le client, et dont, comme vous l'avez peut-être vu dans l'énoncé, rien n'indique qu'il est de mauvaise foi. Peut-être un ou deux éléments que je voulais aussi rapidement aborder avec vous, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire au fond si la conversation, elle ne s'était pas matérialisée par écrit, mais elle avait lieu oralement. Est-ce que là, il y aurait une contradiction entre le caractère écrit des conditions générales et l'information transmise oralement par un assistant conversationnel? Et puis là, évidemment, à mon avis, la réponse serait la même, mais la difficulté, évidemment, c'est la question de la preuve pour le client s'il n'a pas enregistré lui-même la conversation dans ce cas-là. Maintenant, bon, réponse toute bête pour que la banque évite ce type de situation, ça pourrait être de spécifier dès l'entame de la conversation avec l'assistant conversationnel que toute information qui sera donnée n'a aucune valeur juridique et ne doit pas être comprise comme telle. Bon, mais même dans ce cas-là, si le client n'a pas vraiment fait attention et qu'il est de nouveau de bonne foi, on ne peut pas exclure que l'erreur du chatbot, ou donc ici ce qu'on pourrait appeler une hallucination du chatbot, soit reprochée à la banque et donc qu'elle doive restituer le délai. Et on peut même dire que c'est aussi ce qu'attend la FINMA. Donc on n'est pas seulement sur le terrain civil, on peut être aussi sur le terrain administratif, que les informations qui sont données par la banque, par les outils d'intelligence artificielle qui sont fournis, eh bien, soient correctes. Elle doit les vérifier ex ante, elle doit les vérifier ex post, et par exemple par un humain qui pourrait tester le chatbot. Avec ça, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, et je vous remercie donc de votre attention. Je peux peut-être encore vous indiquer, avant de terminer, bien que nous nous tenons à votre disposition pour toute question, le chat, le vrai chat avec des humains est disponible. Vous avez ici les informations concernant le CAS DFL. Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques temps. Il reste quelques jours pour s'inscrire. À vous de jouer si vous le souhaitez. Nous tenons prêts. Peut-être encore on peut vous montrer, ou on le fera après, les quelques références qu'on a mis à votre disposition. Ici, on en a en droit privé. J'ai fait référence à l'arrêt Moffat contre Air Canada. Vous me pardonnerez, j'ai mis des références de la doctrine, des références de littérature générale sur l'IA. Et puis ici, on a des questions propriété intellectuelle. Et enfin, vous trouverez les aspects réglementaires. On vous transmettra les slides, ceux qui sont inscrits sur le webinaire, à la suite de cet entretien. Donc maintenant, je crois, il est 13h20. Il nous reste une dizaine de minutes pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Et encore une fois, merci de votre attention. Merci beaucoup, Fabien. Alors, peut-être commencer avec une question pour Adrien. On va reprendre les sujets un petit peu peut-être dans l'ordre. Tu nous as parlé justement de ces données output où le fournisseur peut être intéressé de les avoir, mais le client veut que ça reste. Comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre ces deux niveaux-là, entre les intérêts du client et de l'autre côté, celui du fournisseur qui veut avoir chacun l'accès, voire l'exclusivité à ces données output? C'est vrai, donc j'avais soulevé le point tout à l'heure et c'est un des enjeux qui sont délicats. Je crois que ce qui est important pour la banque dans un premier temps, c'est vraiment de déterminer pourquoi ces données output sont importantes pour elles. Est-ce qu'elles ont notamment de la valeur pour avoir un avantage compétitif? Et puis ensuite, est-ce que c'est vraiment essentiel d'en avoir la titularité ou est-ce qu'au contraire, une licence pourrait suffire et peut-être qu'on laisse la titularité sur ces données, la titularité contractuelle si on veut bien, quand bien même c'est un concept un peu particulier. On laisse cela aux prestataires, mais on a une licence pour les utiliser. En définitive, ce qui me paraît important, quelle que soit la structure juridique que l'on choisisse, c'est que s'il y a finalement un avantage qui revient aux prestataires grâce à l'accès à ces données ou la titularité sur ces données, eh bien, c'est que la banque
en bénéficient d'une manière ou d'une autre, notamment sous une forme financière. En d'autres termes, on pourrait imaginer que la banque laisse la titularité sur ces données aux prestataires, mais qu'elle obtienne une réduction importante sur le prix de l'utilisation du robot advisor, si c'est cela dont on parle. Donc vraiment essayer de trouver parfois des mécanismes financiers qui permettent de rééquilibrer, dans l'intérêt notamment de la banque, qui permettent de rééquilibrer, si on veut bien, par rapport au cadeau, entre guillemets, que l'on ferait aux prestataires. Merci beaucoup. Et peut-être pour rester sur ce sujet, on a une autre question concernant la propriété intellectuelle pour le code informatique généré à l'aide d'une IA qui léserait la propriété intellectuelle d'un tiers. Quel dédommagement contractuellement serait possible pour couvrir une disposition exécutoire d'interrompre l'exploitation du soft et donc du service? Alors, bon, là, ça va être une question donc essentiellement contractuelle. Je pense que déjà, dans les composantes du dommage, le point essentiel, c'est vraiment de couvrir tous les dédommagements qui seraient dus à des tiers, y compris par ailleurs tous les frais liés à ces dédommagements, frais de procédure ou frais préjudiciaires, pardon, de pré-litige. Et puis ensuite, effectivement, le point qui est probablement plus difficile à quantifier, c'est s'il y a un besoin pour la banque de se tourner vers d'autres solutions. Là, on est potentiellement sur des dommages qui sont moins directs. Euh, En général, ce ne sera pas couvert par les clauses d'indemnisation. On peut essayer de construire quelque chose, mais en général, ce ne sera pas couvert. Merci beaucoup. Peut-être maintenant pour passer à la présentation de Philippe, une question peut-être générale au niveau réglementaire. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en évolution au niveau 2025? Tu nous as présenté voilà, les développements très récents, notamment avec la communication FINMA qui est sortie le mois dernier. Où est-ce qu'on va en 2025? Alors, on va à plusieurs endroits. D'abord, on va à Berne pour deux raisons. On va d'abord à Berne parce qu'on attend, et on l'attendait déjà en réalité avant Noël, mais ça a été repoussé au Q1 2025. On attend une publication, disons, transversale, pas forcément focalisée sur le secteur financier, de l'approche réglementaire que le Conseil fédéral ou le DTEC propose pour réglementer l'intelligence artificielle en Suisse, une sorte de EU AI Act à la Suisse, et on verra si finalement c'est cette même approche par catégorie en fonction des risques qui sera reprise ou quelque chose d'autre. Donc ça, c'est la première chose qui est dans les tiroirs de l'administration fédérale et qui devrait sortir sous peu. On va encore une fois à Berne, mais là, pour le coup, plus pour ce qui nous concerne nous, dans la mesure où le secrétariat aux affaires financières internationales, le CIF, va aussi publier un rapport, probablement au premier semestre de cette année, sur différentes approches réglementaires s'agissant plus spécifiquement du secteur financier, avec différentes questions qui se posent, notamment des questions au niveau de la fairness. Est-ce qu'on doit avoir des règles spécifiques au niveau de la fairness? Est-ce qu'on doit avoir des règles spécifiques au niveau de la transparence? Et aussi comment est-ce qu'on assure une sorte de level playing field entre différents acteurs, comme par exemple le ChatGPT qui commence à donner des conseils en investissement, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et donc ça, c'est finalement les deux principales, disons, textes réglementaires qui vont arriver. Au niveau européen, évidemment, il y a toute une série d'actes d'implémentation du EU AI Act qui devraient également être publiés. Parce que là aussi, comme on le fait parfois dans l'Union européenne, on construit d'abord le toit et puis après on construit les fondations. Et donc là, on attend encore un certain nombre de choses. Donc l'actualité sera riche et on va essayer du mieux qu'on peut, dans le cadre des commentaires IA sur le site du CDBF, d'essayer de la suivre pour que chacun puisse rester à jour. Merci beaucoup, Philippe. Maintenant, peut-être une question plus précise sur tes slides. Une personne se pose la question s'il faut appliquer les règles du droit du travail à quelqu'un qui postule, même si cette personne n'est pas encore un employé et cette personne ne sera peut-être pas engagée par la suite. C'est juste. Et je pense que c'est une remarque qui est justifiée. Ce que je voulais illustrer par là, c'est qu'en fait, le phénomène des DIA existe de manière large dans le monde du travail et peut s'appliquer évidemment aussi à des employés. Vous savez que le tribunal fédéral, dans l'arrêt qu'on appelle l'arrêt WhatsApp, le 4A_518/2020, 4A_518/2020, a clarifié les relations entre le droit privé du travail, article 328B, et la LPD, et puis a essayé de déterminer un peu des règles d'attribution entre ces deux corps de règles. Et on voit que des DIA peuvent exister aussi dans le monde du travail, disons, post-candidature.
par exemple, une instruction d'effectuer une certaine tâche qui serait donnée par un système d'intelligence artificielle, voire même, par exemple, la détermination d'un bonus sur la base de critères de performance qui serait calculé entièrement par une intelligence artificielle. Ce qui est évidemment important dans ce contexte-là, c'est toujours quand on réfléchit dans les slides de savoir est-ce qu'une décision est prise sans intervention humaine. Et du moment qu'on a un human in the loop, du moment que l'outil d'intelligence artificielle n'est qu'une aide à la prise de décision par un humain, on sort évidemment du monde des décisions individuelles automatisées. En revanche, si on y est, bah, ça pose évidemment les questions de devoir d'information que j'évoquais tout à l'heure, ce droit d'être entendu, et dans la plupart des cas, ces différentes questions seront appréhendées dans le cadre de ce qu'on appelle un Data Privacy Impact Assessment, un DPIA, parce que typiquement, ce sont là des types de projets. Donc, quand on a affaire à des données d'employés qui font l'objet de traitement par le biais d'une intelligence artificielle, c'est typiquement pour ce type de projet, à mon sens, que l'outil de la DPIA est attractif. Merci beaucoup. Maintenant, on passe à certaines questions sur le chatbot. Une personne se demande si la réponse du si la réponse du chatbot contenait un lien vers les conditions générales. Est-ce que le client aurait dû vérifier la source? Et je rajoute peut-être une autre question. Quid si de manière générale, les conditions générales elles-mêmes prévoient expressément que les informations données dans le chatbot ne lient pas la banque ou essayent d'exclure toute la responsabilité, dans la mesure du possible, évidemment, de la banque si certaines informations erronées devaient être données par le chatbot. Alors, merci, cher Yann Langlo, ravi de cette question et cher Célian. Pour moi, la réponse, c'est non. C'est-à-dire que, comme toujours, on doit regarder qui est le client. En l'occurrence, ici, on a un client qui n'est pas juriste, qui a 61 ans, qui est dentiste. Et lorsqu'on lui dit quelque chose dans un chatbot et qu'on le renvoie vers les conditions générales, on pose une question qui n'est pas la sienne. Il y a une priorité entre les deux. Si on n'affirme pas la priorité, si le chatbot ne dit pas tout ce que je dis, ce sont des informations générales qui n'ont aucune valeur juridique. D'ailleurs, si vous voulez une information juridique, allez lire les conditions générales. S'il ne dit pas ça, mais qui dit c'est 60 jours et par ailleurs il renvoie aux conditions générales, moi je ne vois pas pourquoi on devrait partir du principe que le client doit connaître la priorité entre les deux documents, entre les deux sources d'informations. Mais on peut très bien imaginer qu'une fois que la jurisprudence sera installée et que la chose sera connue, la situation évolue. Donc ce que j'aurais tendance à dire, c'est que il faut qu'à chaque fois qu'une réponse ayant une teneur juridique est donnée par le chatbot, il rappelle la priorité entre son information et celle qu'on trouve dans les documents contractuels au sens large. Sinon, bien sûr, pour autant que le client soit de bonne foi, on revient toujours à ces questions de base. Si le client peut prouver que lui, il ne savait pas, il a suivi ce qu'on lui a dit, eh bien, il doit pouvoir être protégé. Mais ça dépend du type de client, de l'ensemble des circonstances, comme vous le savez. C'est ça l'IA moderne et le droit moderne, c'est la totalité des circonstances qu'il faut considérer. Merci beaucoup, Fabien. Nous arrivons désormais gentiment à la fin de ce webinaire et j'aimerais vous remercier à nouveau d'avoir été aussi nombreux et nombreux à nous suivre aujourd'hui. Vous rappelez que nous allons vous envoyer par email les slides que vous avez pu voir aujourd'hui et nous allons aussi vous envoyer un questionnaire de satisfaction qui va également vous être mis tout de suite dans le chat que vous pouvez remplir. Évidemment, nous sommes heureux toujours d'avoir des retours de votre part sur les différents webinaires du Centre de droit bancaire et financier et nous espérons évidemment vous revoir bientôt à l'occasion d'autres webinaires ou événements du Centre de droit bancaire et financier de l'Université de Genève. Merci encore à nos 3 intervenants et je vous souhaite une très belle après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.